Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose 5 logiciels gratuits pour faire des clés USB bootables. Il faudra simplement une petite clé USB pour pouvoir tester l'expérience si vous le souhaitez quand vous aurez découvert les 5 logiciels et que vous aurez pu choisir le vôtre en fonction de tous les critères que je vais vous proposer. La vidéo va se décomposer en plusieurs temps. Premier temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de créer une clé USB bootable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ok. Deuxième temps, je vais vous présenter chacun des logiciels rapidement via leur site pour que vous ayez une image un petit peu de ce qui se fait, de pourquoi, du site internet, à quoi il ressemble et tout ça. Et enfin, nous allons décomposer parmi différents critères, quels sont les atouts et les inconvénients de chaque logiciel. J'en profiterai également pour contextualiser les choses, parce que vous le savez, quand par exemple quelqu'un met une note, par exemple 8 sur 10 ou 15 sur 20 ou 3 sur 10, il le met par rapport à des tests, certes, mais aussi par rapport à une objectivité personnelle. Par exemple, si je vous dis, tiens, ce logiciel est facile, je vais le dire parce que moi je l'ai trouvé facile. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes compétences. Certains les trouveront ultra faciles, d'autres le trouveront très difficile. Donc vous voyez, c'est à chaque fois de la nuance à prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose quand les gens vous présentent des tutos, ou vous présentent des tests et des choses comme ça, ils ne pensent pas à vous le préciser. Du coup, après, il y a des messages, parfois c'est très dangereux sur les description où on voit les gens qui sont là en train de parler du ouais, ton logiciel, tu avais dit que c'était facile, c'est super compliqué, t'es qu'un ça bip de tous les sens et c'est dommage. Le but, c'est aussi d'expliquer aux gens et c'est pour ça qu'on va faire un petit travail en amont pour vous expliquer ce qu'est une clé USB. Ok, bootable. Et puis en fait, après, je vais aussi vous donner des points de vue très importants. Par exemple, certains me disent tiens, t'as pas donné telle info, ou alors tiens, telle info est là. Je dis oui, mais ça, tu vois, autant sur tel autre logiciel, cette info est importante, autant sur ce logiciel-là, ça n'est pas très important. Par exemple, le cas typique, c'est la mise à jour. Est-ce que sur certains logiciels, le fait d'avoir des mises à jour toutes les 3 semaines ou tous les mois, c'est une bonne chose? Et sur d'autres logiciels ou types de logiciels, c'est pas forcément une obligation. C'est même peut-être peu conseillé. Bon, bref, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Prenez un petit café parce que ça va être sympa, ça va être de la papote, on va discuter. Et bien évidemment, pensez à liker cette vidéo. Le bouton est juste en dessous de cette vidéo. Ça améliore le référencement, ça booste la chaîne, je vous en dis merci. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus, faites-vous plaisir, cliquez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Dans la description, vous allez avoir le lien vers toutes les vidéos que je vais vous citer, parce que je vais faire appel à des vidéos qu'on a déjà vues ensemble et qu'on a déjà faites ensemble. Et puis je vais aussi vous donner des articles, des bonus gratuits, tout est gratuit dans la description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Parfait. Alors, première chose que nous allons faire, c'est tout simplement découvrir ensemble pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'une clé USB. Une clé USB bootable, ça veut dire que c'est une clé USB. Quand vous allez la mettre dans votre ordinateur, vous allez appuyer sur échappe, sur F9, sur F8, ça dépend évidemment de votre ordinateur, et au lieu de démarrer sur le disque dur habituellement avec votre Windows, votre macOS ou votre Linux, vous allez démarrer sur la clé USB. Cette clé USB, elle peut donc contenir plein de choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Par exemple, elle peut contenir un ou plusieurs systèmes d'exploitation. Donc ça, c'est bien. Par exemple, si vous êtes habitué à travailler sur Linux, par exemple, vous avez une bonne vieille version de Linux Harmony OS, par exemple, et que vous adorez cette version, et que la personne vous prête un ordinateur, par exemple, en cas de dépannage, ou par exemple que vous allez travailler dans une entreprise, ou que vous allez vous déplacer, ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement mettre votre OS préféré directement sur la clé USB et continuer à travailler sur la clé USB. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Ça marche également avec les Windows Live et plein d'autres choses qui vous permettent aussi donc d'avoir ce genre de système sur une clé USB. Donc ça, c'est un avantage. L'autre chose très importante, c'est que vous pouvez installer des outils directement dessus. Des récupérateurs de mots de passe, des récupérateurs de fichiers supprimés, ou par exemple des scans pour les disques durs, les antivirus, cloner des disques durs, sauvegarder des données. Bref, vous pouvez faire tout un tas de choses sans pour autant être connecté à votre système d'exploitation. Et parfois même, c'est salutaire. Je vous donne un exemple tout simple, mais si vous voulez cloner votre disque C, d'accord, le disque sur lequel il y a votre système d'exploitation avec vos données. Ok, vous voulez le cloner, vous irez beaucoup plus vite avec quelque chose, un logiciel comme Rescuzilla ou autre par exemple, qui est directement sur une clé USB. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet
de ne pas être sur le système et du coup c'est très difficile de lire et en même temps d'écrire, d'accord? Donc il va perdre beaucoup d'énergie, alors que là, bon, bah, il va prendre votre disque qui est éteint, enfin, entre guillemets, hein, bien sûr, je fais un petit raccourci, mais qui va pas être fonctionnel, et donc il va le prendre, et va faire de la copie image, paf, et il va vous la déposer dessus, et vous allez gagner pas mal de temps. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses, mettre des outils de récupération, comme je vous le disais tout à l'heure, type Medicat, qu'on a vu également dans cette vidéo-là, je vous mets le lien dans la description, et Medicat va vous permettre de faire plein de choses et de garder votre système Linux ou Windows en forme, et ça c'est vachement bien. Petit bémol que je tiens à préciser quand même, attention, quand vous installez des logiciels comme ça, et notamment des logiciels de récupération et tout ça, il faut apprendre à s'en servir, hein. C'est bien beau d'avoir les outils, c'est comme l'intelligence artificielle, si vous lui posez juste la question, vous allez avoir une réponse toute fade. Si vous utilisez un logiciel sans savoir vraiment l'utiliser, vous allez retrouver aucune information et rien ne va fonctionner comme cela vous plaira. C'est dommage, d'accord? Donc encore une fois, ce sont des outils, il faut apprendre à s'en servir. Mais disons que vous pouvez savoir et les avoir sur une clé USB. Bon, maintenant qu'on a vu à quoi ça servait et comment on pouvait le lancer, eh bien je vous propose dès maintenant de faire un petit tour du côté de nos 5 logiciels. Pour cela, je vais me mettre sur la gauche. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez également donc à regarder dans la description, je le rappelle. Maintenant, on va découvrir donc ces 5 logiciels. Le premier, vous le connaissez peut-être si vous avez suivi cette vidéo qui vous proposait d'installer Tails. Sauf que moi, Tails, je ne l'avais pas installé comme ça, je l'avais installé par un autre logiciel qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure. En attendant, eh bien Tails, pendant longtemps, c'est un système d'exploitation basé sur Linux, spécialement conçu pour le respect de votre vie privée. Et donc, c'est ce qu'on appelle un petit logiciel qui a Alzheimer. Hein, voilà, c'est toujours amusant cette comparaison, mais globalement, vous avez Tails ou un autre système sur votre clé USB par exemple, et ces logiciels qui sont anti-mémoire entre guillemets, eh bien dès que vous déconnectez la clé USB, il a tout oublié à part le système d'exploitation, mais tout ce que vous avez fait dessus, les historiques, les mots de passe, les machins, eh bien il faudra tout refaire à la réinstallation des logiciels et tout ça, parce que le but c'est justement d'oublier les choses. Et donc ça c'est quand même vachement intéressant. Et à l'époque, eh bien, il y a encore 2-3 versions de ça, Itcher Balena était effectivement eh bien, le logiciel recommandé par Tails. Aujourd'hui il ne l'est plus, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, vous avez celui-ci, il est très simple d'utilisation, il est multiplateforme, vous sélectionnez l'image que vous téléchargez, par exemple Windows 11, vous allez sur le site de Microsoft, vous prenez la version légale et gratuite bien sûr, vous prenez la version de Windows 11, vous la mettez ici, ensuite vous allez ici sélectionner votre clé USB, alors le disque C, le disque D, le disque E, ça dépend comment il est, et puis ici vous avez un bouton pour flasher, donc pour dire ok tu me prends ce logiciel sur cette clé USB, tu me les mets ensemble et ça clé et ça marche. Voilà, c'est nickel, franchement c'est très efficace, ça marche bien, on verra le détail tout à l'heure. Sinon, on a Rufus. Alors Rufus, je vous l'ai déjà présenté, notamment dans cette vidéo-là. Alors c'était pas directement sur Rufus, hein, c'était pour autre chose, mais justement c'était un cas pratique. Donc comme ça, ça vous a montré que ça fonctionnait bien. Ok, donc là, on a Rufus. Rufus, lui, il est valable que sur Windows, mais il a beaucoup d'avantages. Vraiment beaucoup d'avantages. Par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser n'importe quel système d'exploitation. Par exemple, si vous voulez installer un Linux, si vous voulez installer par exemple une autre version de Windows ou autre chose, ça fonctionne. Vous avez bien sûr le schéma des partitions que vous pouvez sélectionner. Il est très pointu là-dessus. Mais globalement, voilà, vous choisissez le système de destination. En gros, globalement, on va dire pour les non-puristes, BIOS et UEFI, hein, donc le système de prédémarrage de votre ordi. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez faire pas mal de choses, le système de fichiers et autres. Alors c'est vraiment très simple d'utilisation, en plus le logiciel est en français, il est portable, il ne s'installe pas sur une clé USB, ça marche très bien, etc. etc. Et l'avantage de ça, c'est que lui, en plus, il va vérifier avant même la gravure que bien, vous avez ici un ISO qui est intègre, c'est-à-dire qui fonctionne, d'accord? S'il manque des fichiers, s'il manque un bout du fichier ou quoi que ce soit, il va le savoir, il va vous le dire, et donc ça va vous éviter une erreur. Autre avantage, puisque là on est dans une période, vous le savez, on est à la fin du support de Windows 10, et donc beaucoup ne sont pas passés à Windows 11 parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans les lignes de code, ou comme j'avais pu montrer d'ailleurs, comment on faisait, et bien là, je vous propose tout simplement, ce petit logiciel le fait très bien d'ailleurs, de télécharger donc gratuitement l'ISO de Windows 11, voilà, vous le faites, et à partir de là, lui, avant de graver l'ISO dans le choix ici, eh bien vous allez pouvoir lui dire que sur votre Windows 11, vous voulez sauter la sécurité qui vous empêche de l'installer sur votre vieil ordinateur. Et ça marche
terriblement bien. Voilà. Donc il y a vraiment deux manipulations à faire. Ça vous évite de rentrer dans le Regedit, hein, la base de registre, ou bien tout simplement dans les commandes de l'outil de commande de Windows, le terminal ou autre. Donc là, vous pouvez le faire directement et ça marche bien. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez plein d'informations sur Internet où vous pouvez me demander en commentaire. Je vous dirai. Autre logiciel que nous allons voir, c'est celui-ci. UnetBooting. UnetBooting, eh bien, c'est un très bon logiciel et il a un gros avantage par rapport aux autres qu'on a vus. Alors, il est multiplateforme tout comme Ballet Nature, pas de souci. Il est gratuit, il fonctionne très bien, il est open source, donc nickel. Mais il a un avantage, c'est que regardez ici, vous avez la possibilité de télécharger directement la distribution Linux, c'est-à-dire la version Linux que vous voulez, directement depuis le logiciel. C'est vrai que certains disent « Ah ouais, mais j'ai pas envie d'aller sur le site de Linux Mint, après je sais pas quelle version choisir, oh là là, il faut que je la télécharge moi, et puis ça se trouve je vais me planter, j'ai peur, où est le bouton télécharger, etc. etc. » En le faisant par ici, vous êtes sûr de plusieurs choses. D'abord, d'avoir simplement le nom des versions qui vous intéressent. Déjà. Ensuite, ici, vous choisissez le numéro de la version qui vous plaît. Donc ça, c'est bien. Et enfin, eh bien, vous le savez, quand vous téléchargez un fichier depuis Internet, il peut contenir un virus. Sauf, évidemment, si vous le prenez directement depuis le site officiel. Avec ça, il va prendre directement depuis le site source de l'éditeur et vous allez avoir quelque chose qui va être donc officiel et qui risque pas d'avoir un virus à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi un atout. Vous voyez, c'est super simple d'utilisation. Donc là également, ça fonctionne bien, c'est multi-OS. On verra ça tout à l'heure pour les avantages et les inconvénients. Le suivant, c'est Ventoy. Ventoy, je vous l'ai déjà présenté dans cette vidéo-là d'ailleurs. Vous pouvez la revoir. Alors, on va pas faire un descriptif complet, mais globalement, Ventoy, c'est quoi? C'est un petit logiciel. Vous l'installez sur votre ordinateur, ou même, je crois qu'il fonctionne sans être installé. Vous mettez une clé USB, vous désignez sur Ventoy la clé USB et vous la formatez. Vous la formatez en version Ventoy. Et Ventoy, il a un gros avantage par rapport à tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est qu'il gère le multi-boot. C'est-à-dire que sur Ballet Nature, sur Rufus ou sur UnetBooting, eh bien en réalité, vous allez avoir un seul système d'exploitation directement sur votre clé USB. Ça peut être embêtant, surtout qu'aujourd'hui, nos clés USB, par exemple, celle-ci est toute petite, hein, elle doit faire 64 Go, mais voilà, on a du 256 Go, on a plein de trucs, et que c'est quand même dommage de mettre dessus un fichier ISO qui fait entre 3 et 12 Go. Hein, voilà, ça gâche de la place. Avec Ventoy, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du multi-boot. Donc voilà, vous créez donc une clé USB formatée Ventoy et après vous pouvez désinstaller Ventoy et sur votre clé USB, vous mettez tous les ISO, tous les fichiers que vous voulez. Je vous avais fait la démo et c'est vachement bien. Attention, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes comme sur Tails par exemple. Tails, avant Ventoy fonctionnait avec Tails. Aujourd'hui, Ventoy ne fonctionne plus avec Tails. Tails est passé en format IMG. Alors même si lui il prend le format IMG, en fait, ce qui se passe, c'est que pour la sécurité, Tails préfère ne pas fonctionner avec Ventoy parce qu'effectivement, avoir un seul système sur la clé USB, c'est efficace. Avoir plusieurs et pourquoi pas peut-être un virus ou un logiciel qui vous espionne sur votre clé USB, et bien du coup, si vous mettez par exemple Tails dessus sur Ventoy, vous risquez par exemple de compromettre votre sécurité et donc c'est dommage. Donc voilà un petit peu pourquoi ça fonctionne pas, mais globalement il y a des manières de le faire fonctionner, moi j'y arrive très bien. Voilà, on reviendra dessus. Le dernier, alors celui-ci est un petit peu différent, il est très simple d'utilisation et quand vous regardez un petit peu, il ressemble largement à celui-ci, avec beaucoup moins d'options, mais voilà, il est très simple, très abordable, il a des avantages, mais aussi des petits inconvénients. On va découvrir ça ensemble tout à l'heure dans le comparatif. D'ailleurs, on va le faire maintenant si vous le voulez bien. Voilà un petit peu donc les 5 logiciels que je voulais vous présenter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit tableau avec différentes catégories, comme ça vous allez vous y retrouver facilement. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est rapide? Pas rapide? Est-ce que c'est multi-OS, etc. Vous allez pouvoir avoir un comparatif, et ce comparatif, je vais aussi l'exemplifier et vous expliquer au fur et à mesure pourquoi j'ai dit ça, quels sont mes retours d'expérience sur tel logiciel. Ça peut vous intéresser. Alors bienvenue à tous. On y va. C'est parti. On va commencer par les critères, donc on va voir la compatibilité OS, l'interface, les options avancées, etc., etc. On va le détailler au fur et à mesure. Les 5 logiciels dans l'ordre
que je vous ai présenté. Comme ça, vous vous souvenez, ah oui, le deuxième avait l'air pas trop mal. Bah, justement, tiens, on va voir ça. Alors, on va commencer par la compatibilité OS. J'en ai vaguement parlé tout à l'heure. Pour Balena Itcher, il n'y a pas de souci. C'est multi-OS, là aussi. Et puis, bien sûr, Ventoy. Alors, Ventoy, il y a une manière de l'utiliser sur macOS, mais tout à fait entre nous. Voilà, c'est pas tout à fait normal de le faire comme ça, donc je l'ai pas mis, bien sûr. Hein. Mais globalement, voilà, vous en avez 3 qui sont vraiment ici multi-OS et qui fonctionnent bien. Ok, Rufus. Il est génial, mais il ne fonctionne que sur Windows. Même si avec un émulateur type Wine, par exemple sur Linux, vous pouvez faire tourner n'importe quel système Windows. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Sauf que, bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord pour ça, puisque en réalité, si je suis sur un Windows, c'est justement pour être sur Windows. Et si je suis sur Linux, c'est justement pour pas avoir de logiciel Windows. Donc voilà. Après, c'est une question de choix. Certains, par exemple, ont des Android sur leur smartphone et puis ils mettent, vous savez, ce qu'on appelle un skin, hein, donc un type d'utilisation qui ressemble beaucoup à Apple parce qu'ils trouvent ça joli. Dans ce cas-là, autant acheter un Apple, quoi. Je sais pas. Moi, je suis assez pragmatique là-dessus. Maintenant, c'est le choix de chacun, bien évidemment. Mais Rufus fonctionne très bien. Et Windows ISO to USB fonctionne également sur Windows. Voilà un petit peu donc pour la compatibilité. Si c'est votre critère numéro 1, bah, vous avez le choix ici. Pour l'interface, comme je vous l'ai montré, Balena Itcher, eh bien c'est quelque chose de très simple, moderne, mais voilà, trop simple peut-être. Après, c'est vous qui choisissez. Simple, option avancée, alors ça c'est Rufus. Simple parce que si vous voulez du simple, il vous fait du simple. Si vous voulez du compliqué, bah, vous pouvez vraiment aller dans les options. Donc c'est un petit peu entre les deux. Je voulais pas mettre moyen, parce que, en termes de simplicité, parce que en réalité, non, il est très simple d'utilisation. Et si on ne veut pas rentrer dans les options avancées, bah, on n'y rentre pas, d'accord? Mais l'avantage, c'est que par exemple, quand vous sélectionnez une ISO, par exemple, vous sélectionnez une ISO de Linux Mint, eh bien, automatiquement, il va vous dire, tiens, c'est un système Linux qu'il faut mettre dessus. Donc, automatiquement, il va sélectionner. Donc, ça, c'est bien. Pareil, vous mettez un Windows, paf, il sait qu'il va formater dans telle proportion pour correspondre à Windows et tout ça. Donc, c'est vachement bien aussi. Donc, vous voyez, c'est pas un problème qui ait beaucoup d'options, c'est même plutôt une force, mais c'est pas difficile non plus pour autant. Unit Booting, bah là c'est pareil, c'est simple. Par contre, c'est un petit peu daté dans l'interface. C'est-à-dire que les fonctions sont là, hein, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait un peu vieillot. Alors je sais, de temps en temps, dans les commentaires que je peux avoir, vous êtes là en train de me dire « Ah ouais, ton logiciel, franchement, il me plaît, il a l'air bien et tout ça, mais il est moche. » Alors du coup, je ne l'installe pas. C'est un choix. Le choix de chacun fixe ses critères où il veut, voilà. Ventoy, il est top, il est très simple, du coup pour l'interface vous avez 2 boutons, hein. Plus simple que ça se fait pas. En tout cas, gestion multi-ISO, c'est le gros avantage, et voilà. Et puis ici, bah du coup très simple, hein. Je l'ai même mis en très simple par rapport aux autres, hein, vous voyez, et très basique du coup pour l'interface ISO. Donc vous avez du très simple ici et ici, du simple évidemment ici et ici, et si vous voulez vraiment des options plus avancées, vous avez ici. Voilà, ça c'est un peu daté. Pour en résumer, on va passer à la suite. Les fonctionnalités avancées. Ces fonctionnalités avancées, en réalité, eh bien, elles vous permettent tout simplement de savoir si oui ou non vous pouvez aller un peu plus loin. Comme je vous l'ai dit sur Balena Itcher, c'est très simple. Le focus, c'est la simplicité, c'est-à-dire on se concentre sur 3-4 boutons, pas plus, et des options. Donc très peu de possibilités de faire les choses. De nombreuses possibilités sur Rufus, je viens de vous en parler, donc on va peut-être pas aller plus loin à nouveau. Téléchargement d'ISO intégré, ça c'est une fonctionnalité innovante et très performante sur Unit Booting. Et puis ensuite sur Ventoy, là on se retrouve avec du multi-boot, la copie d'ISO qui est très facile. Voilà, c'est du copier-coller Windows ou macOS ou Linux, voilà, c'est très simple. Ici par contre, eh bien, on se retrouve sur une ISO avec l'USB évidemment, qui va être directement faite, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'outils. Hein, c'est vraiment du basique, un petit peu comme ici finalement. Vous avez 2-3 boutons, vous mettez les choses, vous n'avez pas trop de choix, mais ça peut vous aider également. Voilà, faut pas non plus partir trop compliqué quand on ne sait pas faire. Comme je le disais tout à l'heure, un outil ne fonctionne que si on sait s'en servir. Donnez-moi un marteau et à part des jolis bleus sur les doigts, je ne vais pas en faire grand-chose. Donnez-moi un ordinateur, je vous fais la chapelle Sixtine. C'est cadeau. Donc voilà, chacun son outil, bien évidemment.
Le multiboot, donc je vous l'ai dit, oui, le seul qu'il propose, c'est Ventoy. Le téléchargement d'ISO, le seul qu'il propose, c'est UnetBooting. Ensuite, vous avez ici la vérification d'ISO. Alors ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand vous téléchargez un fichier, il se peut que dans le téléchargement, vous ayez eu un léger problème. Donc, en fait, un téléchargement, quand vous prenez un fichier, pour le télécharger, vous ne le voyez pas forcément, mais ça le découpe en plein de petits morceaux qu'on appelle des paquets. Par exemple, un logiciel d'1 giga va être en 1000 petits paquets, d'accord, d'1 méga chacun. Ok, donc ces 1000 petits paquets, il suffit qu'ils arrivent et qu'il y en ait un, par exemple, qui ne soit pas bien arrivé. D'accord, ou qu'il y ait eu un petit problème et il manque un petit bout du fichier. Donc vous allez vous retrouver avec votre fichier. Vous allez vous dire, ok, c'est nickel. Sauf que bon, il va pas bien fonctionner. D'où la vérification de l'ISO. C'est pour vérifier que le programme à l'intérieur, ou en tout cas le fichier, lui, n'a pas subi d'avarie pendant le transfert. Donc comme ça, vous allez pouvoir le faire. Donc là, par exemple, sur Ballerinature, eh bien oui, vous allez pouvoir le vérifier. Mais après la gravure, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez prendre votre clé USB, votre fichier, vous allez le mettre dessus, vous allez appuyer sur flasher, et puis ça va fonctionner. Vous allez avoir votre clé USB. Et après, il va vous dire, ah, au fait, votre fichier ISO, il marchait pas. Je vous l'ai mis quand même. Voilà, c'est un petit peu le bon conseil de l'ami. Vous savez, on en a tous un comme ça, genre, ouais, bon, moi j'aurais pas fait ça. Ah, mais avant, tu aurais pu me le dire quand même. Ah ouais, mais bon, voilà, j'aurais pas fait ça. Hein, le genre d'ami pas prévenant, quoi. On en a tous un. Et c'est un petit peu ça sur Ballerinature. Ensuite, sur Rufus, bien sûr, il le fait automatiquement. Hein. Vous téléchargez un ISO, vous le mettez dedans, il le vérifie juste avant de graver. Alors, il vous laisse quand même faire tous vos paramètres. Hein. Mais bon, voilà, il a besoin de savoir ce que vous voulez faire pour savoir si c'est compatible, si ça marche. Sur UnetBooting, là, par contre, non, il ne le vérifie pas. Pareil sur Ventoy, il ne vérifie pas. Et pareil sur ISO to USB. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, ici, il juge que c'est la simplicité qui doit primer. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté sécuritaire, donc c'est vrai que j'ai mis un petit oui pour les deux, parce que c'est vrai que c'est sympa comme tout, même si c'est l'ami qui arrive un petit peu après la bataille. La vitesse. Alors encore une fois, la vitesse c'est très relatif, c'est mon ressenti par rapport à tous les logiciels que j'ai pu tester et que je connais sur ce type-là d'objets. Hein. Évidemment, si vous installez Windows ou si vous installez VLC, par exemple, comme petit logiciel, il y en a un qui fait 8 Go ou 4 Go ou 5 Go et l'autre qui fait 200 mégas. Hein. Donc forcément, vous allez vous dire au bout d'un moment, ouais, c'est logique que celui qui est plus gros mette plus de temps à s'installer. C'est tout à fait normal, d'accord? Donc vous voyez, encore une fois, le temps, c'est relatif et je vous renvoie évidemment aux écrits d'Albert Einstein. En tout cas, quoi qu'il arrive, ici, on peut dire globalement que Ballerinature, c'est plutôt rapide. Quand je dis rapide, c'est moins d'1 minute. Ok. Rufus, c'est très rapide. Ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide que celui-ci, à comparer entre les deux. Pour UnetBooting, là par contre, eh bien c'est moyen. Alors quand je dis moyen, c'est un peu plus long qu'ici. Donc ça reste toujours aux alentours d'1 minute, un petit peu moins sur mon ordinateur, mais peut-être que sur le vôtre, selon la puissance, ce sera beaucoup plus rapide ou beaucoup moins rapide. Mais vous verrez qu'à l'utilisation, ce sera quand même beaucoup moins rapide que celui-ci et encore beaucoup moins rapide que celui-ci. Mais voilà, la rapidité ne fait pas que c'est meilleur ou moins bien. Hein. Vous voyez, donc c'est pas forcément un point positif ou négatif, c'est simplement un ressenti que je voulais partager avec vous. Et pour Ventoy, c'est très rapide, hein, puisque c'est le temps d'un copier-coller tout simplement. Et puis ici, eh bien, c'est moyen également, à peu près le même temps que UnetBooting. Pour la vitesse, donc c'est fait. On va passer maintenant à la taille du logiciel. Alors là, ça peut jouer évidemment selon la place que vous avez sur votre ordinateur, notamment s'il est ancien, mais aussi parfois sur la place que ça peut prendre si vous prenez un logiciel voilà, sur un disque dur qui est déjà bien plein. Alors ici, par exemple, vous avez un logiciel qui est assez volumineux. Donc il est assez volumineux, mais il est assez rapide. Donc c'est déjà assez positif. Mais c'est vrai qu'il est assez volumineux. Vous allez comprendre peut-être pourquoi, une des pistes, pourquoi il sera assez volumineux. Et on va en parler tout à l'heure. En attendant, Ballerinature, donc il est bien, mais il est plus lourd que les autres. Encore une fois, assez volumineux. Attention, hein, c'est pas du simple au triple. Attention, évidemment. Hein, mais par rapport aux autres, il est beaucoup plus lourd. Voilà, c'est important de le préciser. Rufus est ultra léger. UnetBooting est ultra léger, Ventoy bien sûr très léger et lui il est léger également. Donc vous voyez que vous avez quelque chose ici qui vous permettra aussi de jouer et de pousser les curseurs en fonction de vos besoins. La collecte des données, ça aussi c'est quelque chose de très important. Eh oui, certains collectent des données. Ils ont beau être open source ou autre, eh bien, les logiciels open source peuvent collecter des données. Alors attention, évidemment, parce que Ballerinature collecte des données, mais c'est désactivable.
D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez allumer le logiciel, vous allez dans les options et vous pouvez dire que vous ne voulez pas être, vous voulez que vous voulez être anonyme. Ok? Donc à ce moment-là, eh bien, il ne va pas collecter vos données. Quelles données collecte-t-il? C'est pas l'association ou l'organisation qui s'occupe de Balena Itcher qui collecte les données en réalité. Ils font appel à Google Analytics qui va donc voir un petit peu ce que vous faites avec le logiciel. Il va pas forcément relever votre nom, prénom, carte de naissance, etc., etc. Ce qu'il va faire, c'est dire, bah tiens, les gens ils mettent plutôt à l'intérieur un logiciel type Windows ou un logiciel type machin. Tiens, c'est sur tel système d'exploitation qu'ils sont. Tiens, par exemple, eh bien ils ont gravé tant de logiciels en un mois. Tiens, ils utilisent telle fonction, telle option, etc. C'est plus des retours entre guillemets, d'accord? Le seul problème, c'est que bon bah c'est Google Analytics, ce qui fait que bah Google Analytics récupère quand même du coup une partie de vos données. Donc ça peut être embêtant. Alors oui, c'est désactivable et vous dites, bah après tout, j'ai qu'à le désactiver. Sauf que bon bah quand vous l'installez, la première fois que vous l'utilisez, bah c'est pas désactivé. Du coup, bon bah pendant ce temps-là, les données, elles peuvent être récupérées. Des données système, tiens, c'est tel ordinateur, tel système d'exploitation, peut-être telle adresse IP. Je ne sais pas ce que Google récupère exactement, mais voilà. Donc oui, ça collecte des données, mais c'est désactivable. Mais ça collecte des données. C'est à vous de voir. Pour les autres, non. Rassurez-vous, aucune collecte de données. Ils sont tous open source, sauf un. D'ailleurs, on va voir ça dans un instant. Pour les licences, donc open source, oui, Balena Itcher est bien sûr open source et entièrement gratuit. Rufus est open source et gratuit. UnetBooting est open source et gratuit. Ventoy est open source et gratuit. Et, ah oui, la surprise vient de celui-ci. ISO2USB, il est gratuit, mais il est propriétaire. Pour rappel, l'open source, ça vous permet de voir le code, ou en tout cas au moins de lire les commentaires pour voir s'il y a des gens qui ont lu le code, des centaines de milliers de perdieux, et qui ne sont pas en train de vociférer parce qu'on récupère les données. Ok? Donc ça, c'est l'avantage de l'open source. Et puis, comme je le dis, pour vouloir être indépendant, il faut aussi apprendre à être indépendant. Il faut rêver, mais au bout d'un moment, il faut aussi être pragmatique et se dire comment on fait. Ben là, c'est pareil en réalité. Si vous voulez, pour vous, le fait que ce soit pas open source, mais que vous avez peur pour votre sécurité, mais que vous n'êtes pas capable de lire un logiciel open source, eh bien dans ce cas-là, c'est peut-être temps d'apprendre à lire ce logiciel open source pour être cohérent avec vos choix. Bien sûr, pour comprendre cela, moi je vous propose des outils, notamment des petites formations en Python pour vous apprendre un langage de programmation. Mais une fois que vous savez lire un langage de programmation, vous savez lire à peu près tous les langage, ça fonctionne à peu près de la même manière. Et donc voilà, c'est sur Patreon, le lien est dans la description, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous tapez Python quand vous êtes sur Patreon et vous allez retrouver donc les cours que je propose. Voilà, donc n'hésitez pas avec des exercices et tout ça expliqué simplement. Comme ça, ça vous donne les outils pour comprendre à peu près tout et puis pour créer vos propres logiciels, c'est cool aussi. En tout cas, voilà, donc vous avez ces informations qui sont là. Maintenant, on va parler du public, du type de public ciblé. Parce que ça, c'est important. J'ai essayé d'être objectif, c'est-à-dire que pour moi, utiliser certains logiciels, c'est inné presque chez moi. Même si je ne les ai jamais vus, je vais m'en servir naturellement. Alors j'ai bien fait attention évidemment à la simplicité, à la complexification de certaines tâches pour essayer de faire quelque chose qui pourrait vous correspondre. Par exemple, pour les vrais débutants, eh bien, je suggère évidemment Balena Itcher. Il est très simple d'utilisation. Je suggère également Rufus ou pourquoi pas Ventoy. Ce sont peut-être les plus simples d'utilisation. Bien sûr, ISO2USB, il est aussi très basique, mais il y a très peu d'options dessus, donc je le mets un peu de côté. Mais pour les débutants qui veulent quand même faire des choses, voilà, vous avez donc Balena Itcher, Rufus, et vous avez Ventoy, parce que Ventoy, c'est pareil, je vous ai fait un tuto très détaillé, vous avez absolument rien à craindre là-dessus, c'est très simple d'utilisation, et même un enfant de 5 ans pourrait l'utiliser s'il en avait utilité. Donc globalement, voilà, même si je l'ai mis ici, on va dire multi-bidouilleur et tout ça, c'est aussi parce que justement on peut faire plein de trucs, et que si vous êtes un bidouilleur, vous pouvez aussi opter pour ce genre de logiciel. Mais voilà, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, donc bien sûr vous avez Rufus. Il peut être très simple, mais aussi très compliqué si on le veut. Hein, c'est uniquement si on le veut. Ventoy vous permet vraiment de faire plein de choses. Et celui-ci, UnetBooting, vous permettra tout simplement de bien gérer les choses et de vous faire plaisir avec un outil qui est vraiment efficace. Et enfin, ici, les mises à jour. Alors, les mises à jour, avant de vous en parler, je voulais simplement vous parler
de ce ressenti. Souvent, je propose des logiciels qui sont open source, qui sont gratuits, qui sont fonctionnels et qui fonctionnent bien. Et de temps en temps, le logiciel, il date un peu. Par exemple, il n'a pas été mis à jour depuis, par exemple, 2023. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça fait 2 ans, sauf que si c'était décembre 2023, par exemple, hein, c'est pas toujours indiqué, mais si c'était décembre 2023, ça fait que 1 an et demi par rapport à moi, puisque moi, je suis le 16 juin aujourd'hui. Ok, donc, vous voyez que la mise à jour, ça dépend évidemment de quand. Le temps aussi dépend de pas mal de choses. Albert Einstein vous parlera encore une fois de la théorie de la loi de la relativité. Mais pour la mise à jour, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir quelque chose mis à jour très souvent? Eh bien, en réalité, oui et non. Pour un logiciel, par exemple, qui chiffrerait des dossiers ou qui s'occuperait de la gestion de vos mots de passe, de vos identifiants, de votre compte bancaire, c'est intéressant d'avoir des mises à jour régulièrement. À peu près 2 fois par an, peut-être même 3 fois par an, mais pas tellement plus. Ok, à partir de là, vous êtes plutôt sur quelque chose de sécurisé. Ça veut dire qu'il suit l'actualité, ça fonctionne, etc. Si c'est juste pour du chiffrement de dossiers, par exemple, évidemment, c'est important que ce soit mis à jour souvent. Sauf que s'il est toujours aux normes et aux standards, eh bien en réalité, il n'y a pas besoin de mise à jour. Et vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que le logiciel se mette à jour. Pourquoi ? Parce que, en réalité, s'il est à jour mais qu'il ne comporte pas de failles, eh bien, il n'a pas besoin d'être à jour. S'il n'y a pas de nouveauté en termes de chiffrement, par exemple. Donc voilà, vous avez également parfois des logiciels, tiens, je prends un exemple de Toucan, la dernière fois, c'est un logiciel effectivement qui permet de chiffrer les données et de faire des sauvegardes et des choses comme ça. Effectivement, c'est un logiciel stable, il n'y a pas vraiment de failles connues, donc il n'y a pas besoin qu'il soit mis à jour. D'accord ? Attention évidemment aux mises à jour de logiciels comme les applications smartphone ou autres par exemple qui sont parfois tout le temps mis à jour et du coup les gens disent « Ah ouais, c'est bien, c'est mis à jour très souvent, ouais, toutes les 3 semaines. » Oui, ok, ça fait peut-être un peu trop. Et quand on regarde un petit peu l'étendue des mises à jour, c'est correction de bugs, correction de mise de failles de sécurité, correction de machin, etc., etc., etc. Moi, j'ai pas confiance dans ces logiciels mis à jour trop souvent. Donc, raison gardée évidemment pour chacun, chaque logiciel, chaque cas est différent, mais attention, c'est pas parce qu'un logiciel n'est pas mis à jour depuis 1, 2, 3 ou 4 ans qu'il sera forcément peu performant, pas performant ou pas sécurisé. Ça dépend du contexte, encore une fois. Et je tenais à faire ce petit parallèle parce que c'est vrai que c'est important. Par exemple, ici, quelque chose qui ne serait pas mis à jour depuis plusieurs années, c'est pas vraiment dérangeant, à condition évidemment qu'il intègre les dernières technologies. Par exemple, si vous avez un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis 10 ans, est-ce qu'il est bien capable d'avoir de l'UEFI, du NTFS ou autre chose, d'accord? Donc ça, c'est les différents paramètres. Mais s'il les a, après tout, est-ce qu'on a besoin de mettre ce logiciel à jour? Pas forcément. Vous avez 2 types de mises à jour également. Ça, c'est très important. Vous avez les mises à jour de sécurité, celles dont je viens de parler, et puis les mises à jour de fonctionnalité. Donc là, c'est des mises à jour qui vous rajoutent des fonctions. Et en rajoutant des fonctions, ça vous permet de faire plus de choses ou moins de choses. Et donc du coup, en réalité, ça, c'est important à suivre également. Mais ce n'est pas non plus une obligation si votre mise à jour d'options, par exemple, n'a pas été faite depuis 2, 3, 4, 5 ans. Non, pas forcément. Ok, donc encore une fois, ça dépend du logiciel, ça dépend du type de mise à jour et ça dépend aussi de votre exigence. Mais avoir un logiciel qui se met tout le temps à jour mais qui ne fait que corriger des bugs à chaque fois qu'il se met à jour, c'est donc que de base le produit n'est pas fiable et n'était pas fiable. Voilà, simple petite rhétorique comme ça que je voulais partager avec vous. Alors ici pour les mises à jour, elles sont actives du côté de Balena et Chart, actives du côté de Rufus, même très actives, peu fréquentes du côté de NetBooting. Pourquoi ? Parce que le logiciel fonctionne bien, il n'y a pas besoin. Rufus sont tout le temps en train de chercher des petites options supplémentaires, il y a plein d'options, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'ici, c'est assez peu fréquent. Ventoy, c'est très actif, ils sont en train de faire des mises à jour tout le temps. C'est pas par rapport à la sécurité, c'est par rapport aux fonctionnalités, au fait de pouvoir intégrer des nouveaux ISO et tout ça, donc c'est vraiment bien aussi. Et ici par contre, elles sont rares. Quand je dis rares, ça fait un moment que ça n'a pas été mis à jour. Donc peut-être que ça le sera récemment après la sortie de cette vidéo. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis le 16 juin, elle devrait sortir peut-être en juillet ou en août. Donc voilà, on verra ça peut-être même en septembre parce que j'ai déjà pas mal d'avance dans mes vidéos.
Mais voilà, globalement, vous avez ici pas mal d'infos pour vous décider. N'hésitez pas à me dire celles que vous utilisez, même si elles ne sont pas dans le classement. Je pourrais faire un autre classement avec d'autres logiciels, parce qu'il en existe plein, évidemment, hein, sur Linux, sur macOS, sur Windows, qu'ils soient gratuits ou pas. D'ailleurs, pour faire ce genre de choses ou pour faire d'autres choses, dites-moi desquels vous vous servez. Dites-moi ça dans les commentaires. Vous mettez hashtag direct ou hashtag live, si vous le voulez, en anglais. Et comme ça, on aura l'information voilà, dans les commentaires. Vous mettez tout ça, vous mettez aussi ce que vous utilisez, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, partagez cela également à d'autres. Je vous mets bien sûr ce petit descriptif directement sur Patreon, comme ça eh bien, vous pourrez le télécharger et puis l'avoir sous la main au cas où. Je sais que certains aiment bien avoir des petites fiches comme ça, c'est pour ça d'ailleurs que je passe du temps à essayer de créer des petites choses. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me dit merci pour le temps que je passe à expliquer, mais aussi à faire des petits documents. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez voir dans la description, il y a tout plein de liens vers des vidéos, la newsletter, l'infolettre qui est gratuite bien sûr. Et puis vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe du côté de Patreon. Il y a énormément d'articles, dont notamment celui qui est ciblé ici, qui est gratuit. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Quant à nous, on se retrouve dans 48 heures pour une nouvelle vidéo. C'était Gaël. Ciao.